Thomas Elexauzer, votre coup de cœur, pour commencer par vous, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin ? C'est un coup de cœur pour nos forces de l'ordre. Policiers, gendarmes, militaires. Un militaire a été violemment agressé hier à la gare de l'Est. Gare de l'Est à Paris. À 10 jours des Jeux Olympiques. C'est un coup de cœur pour les forces de l'ordre à qui on demande énormément, qui tiennent cet agenda incroyable qui a démarré depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à travers les cérémonies du 80e anniversaire de la Libération, qui s'en suivent par une traversée dans la France entière de la flamme olympique, puis du Tour de France, et qui vont converger en nombre à Paris, dans la région Île-de-France et partout en France dans les épreuves délocalisées pour les Jeux Olympiques, avant d'enchaîner sur les festivals, avant d'enchaîner sur la flamme paralympique, etc. Le coup de cœur, il s'adresse à qui ? Aux forces de l'ordre, pour leur dire merci et bravo, en toutes circonstances, de garder leur sang-froid, d'assurer leur mission et de répondre toujours aussi présent dans des événements qui se déroulent de manière incroyable. La flamme paralympique, c'était une manifestation dans laquelle des centaines de villes ont été traversées dans des dispositifs de sécurité énormes. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Le Tour de France, on en a peu parlé depuis 2-3 semaines, c'est aussi très bien passé. Et là, on arrive dans une période difficile, que va être les Jeux Olympiques, avec cette cérémonie qui va être en plein air. Et j'espère en tout cas que tout se passera bien. Et je pense qu'on peut remercier les forces de l'ordre pour leur travail et leur engagement. En l'occurrence, ils font le job et puis ils sont disciplinés et ils sont plutôt efficaces. Sauf que beaucoup ont un peu râlé au début de l'année quand ils ont vu que les plannings sur les vacances d'été c'était niet cette année. C'est-à-dire beaucoup de gendarmes, policiers. On leur demande beaucoup parce que la France ne s'arrête pas non plus parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Il y a des festivals, il y a des manifestations. La France est quand même l'un des premiers pays touristiques au monde. Mais du coup, tout le monde est sur le pont. Donc ils sont sur le pont et c'est pour ça que je voulais leur dire merci et bravo et saluer leur travail et leur engagement. Oui, Thomas Elexauzer. Il ne faut pas tout mélanger, je pense, entre des attentats commis, revendiqués ou organisés en tant que tels et vraisemblablement le cas de cette personne qui relève de la psychiatrie. Je pense qu'il y a un vrai sujet en France sur le traitement des personnes dans la sphère et dans l'organisation de l'univers psychiatrique. Ils font un sacré boulot eux aussi, et ils sont pas nombreux. Il y a un problème malgré tout, puisqu'on voit quand même que cette personne qui a déjà commis des faits très très graves était en liberté alors qu'il était sous suivi psychiatrique. Donc je pense qu'il y a un sujet sur la psychiatrie en France qui est un vrai sujet, sur les moyens aussi que l'on donne aux professionnels de la psychiatrie, aux hôpitaux psychiatriques qui sont pas suffisants et qui ont plusieurs fois appelé à l'aide dans des situations très très graves. J'appelle, contrairement à mon ami de droite, à ne pas tout mélanger. On est tombé dans une habitude d'avoir ces déficits extravagants. Et je trouve que le pouvoir sortant, le pouvoir en place a une responsabilité colossale. L'année dernière, on n'avait pas de Covid, on n'avait pas de crise économique particulière. On a fait 170 milliards. Mais 170 milliards de déficit l'année dernière. Je parle pas des premières années du conflit, etc. Même l'inflation l'année dernière, elle a été un peu contenue. Mais 170 milliards l'année dernière de déficit budgétaire. C'est-à-dire que c'est autant que pendant la crise des subprimes en 2008, alors qu'il n'y avait aucun fait international ni économique majeur pour justifier cela. Et je pense que le gouvernement n'a pas su contenir, mais parce que la politique du chèque et aucun contrôle de la dépense publique qui depuis 2-3 ans et depuis le Covid est parti à volo. On a ouvert les vannes, on n'a pas fermé le robinet. Il n'y a pas eu un budget en équilibre depuis 1973. On n'a jamais dépassé 100 milliards de déficit dans l'époque de Hollande et de Sarkozy. Jamais. Jean-Philippe Ducoin-Clément. Mais la classe politique danse sur un nuage. Je suis tout le monde. Mais si, tout le monde, enfin, mais si. Il y a eu des prises de position très fortes. Mais qui dans cette campagne, le président de Nouvelle Énergie, président de l'Association des maires de France, appelle à une réforme profonde de l'État, à la suppression de nombre de structures et de sous-divisions. Mais ça ne se traduit pas dans les programmes des partis politiques. Une grande dans le programme de la NUPES 2. Qui se passe à gauche, moi, me déconcerte, parce qu'au final, cette alliance contre nature, qui était la même que la NUPES, qu'on a retrouvée sous un nouveau nom, ces gens-là ne sont d'accord sur rien. Qu'est-ce qu'ils vont décider sur le nucléaire ? Les communistes sont favorables à l'énergie nucléaire, les Verts veulent qu'on réduise et qu'on vise à attendre vers une réduction. Excusez-moi, mais ils vous ont apporté une réponse. Il y a un nom que j'ai pas cité, que j'aurais dû citer depuis le début, c'est Laurence Tubiana. Nom qui a émergé hier, c'est une anti-nucléaire. Tout ça, c'est un jeu. C'est un cirque et c'est un jeu. Huguette Bello, qu'on nous a sorti du chapeau, qui 24 heures après a dit non, je suis pas candidate. Maintenant, on nous donne le nouveau nom d'une dame dont on sait même pas si jamais elle est favorable ou pas, parce que son nom circule.
Brigitte Bellot, elle a dit non 24 heures après. On voit bien que c'est un jeu, c'est un cirque, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas gouverner. Parce qu'ils ont fait cette promesse honteuse de dire aux gens, on va augmenter le SMIC. Et après l'élection, ils ont dit, ah ben non, pour augmenter le SMIC, il faut un projet de loi rectificatif, parce qu'il faut créer un dispositif spécial aux entreprises, parce qu'ils savent quand même que si on augmente le SMIC à 1 600 €, on fait couler les petites et moyennes entreprises. Donc ils ne veulent pas le pouvoir. C'est un cirque. Je voudrais vous lire ce tweet de Sophia Chirikou, qui est députée de Paris et qui est bras droit de M. Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, et qui dit: le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu y as cru quelque temps, tu as repris une vie saine, à gauche, mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau, ça sort de partout, il va falloir recommencer. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Ces gens-là se détestent. Ces gens-là ne veulent pas gouverner ensemble. Tapez pas sur la table, elle y est pour rien. Oui, Sophia Chirikou finalement nous dit fort, c'est Hollande, c'est Hollande voilà, qui est caché. Et Tubiana, c'est du hollandisme. Et Tubiana, c'est du hollandisme. Elle a dit ça en réaction à Tubiana. Et derrière Boris Vallaud qui réagit ce matin sur France Info, qui attaque Madame la députée de Paris. Europe Écologie Les Verts, ça un autre. J'appelle à Charles Le Courson, qui lui est déjà candidat. Député qui est le plus expérimenté de l'Assemblée nationale, qui est issu de ma famille politique, mais peu importe, et qui, je pense, saura être le garant du bon fonctionnement. C'est un monsieur qui a travaillé depuis des années à l'Assemblée, qui connaît bien Charles le sujet. a plus de 30 ans de mandat derrière lui. C'est un parlementaire extrêmement reconnu et qui s'est battu ces dernières années pour le respect les questions de dépenses publiques, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour le respect de la démocratie, et qui, je crois, a une probité absolue et est un véritable défenseur de la liberté du Parlement. Enfin, il s'est payé Macron quand même à un moment donné. Charles de pouvoir faire l'union derrière lui, parce que ça serait un excellent président de l'Assemblée. Et sans parler du perchoir, Thierry, si on peut revenir à l'ouverture de votre débat. La droite se parle et doit se parler, je pense. Les Français, ils attendent plusieurs choses. Ils attendent un plan de lutte contre l'immigration clandestine important. Ils attendent le retour de l'ordre et de la sécurité partout, à l'école, dans la rue, dans les quartiers. Il y a un plan de lutte contre la drogue gigantesque qui doit être mis en place, qui fait des ravages, y compris chez moi dans les campagnes, y compris chez moi dans les villages. Et je pense qu'il est nécessaire, Hervé Morin, Jean-François Copé ont lancé un appel hier dans le Figaro et aujourd'hui dans la version papier. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau évoquent un pacte législatif d'idées communes. Je pense qu'il est nécessaire, sans parler de coalition ou de gouvernement, déjà de présenter aux Français des idées communes qui ont l'assentiment de tous et qui doivent parler au quotidien des Français. Parce que les batailles pour les perchoirs, pour la vice-présidence de l'Assemblée, pour être secrétaire parce qu'on gagne 1 000 € de plus, désolé, ça n'intéresse pas les Français. On n'est pas Madame Tubiana maintenant. On n'est pas en train de constituer un gouvernement en direct. Non, mais c'est ça qui est important. Ce serait pas mal de le faire ici, puis Valérie Expert comme Première ministre. Quand on est d'accord sur le fond, c'est quand même beaucoup plus facile, si vous voulez. Non, mais on est dans un cas de figure extraordinaire. On a un gouvernement qui doit malgré tout garantir la stabilité vis-à-vis des Jeux Olympiques. On a le monde entier qui va nous regarder. Ce sera l'équipe Attal qui va le 26 juillet, cette cérémonie qui, je pense, par le talent de Thomas Joly, sera extraordinaire. Et à un moment donné, il faut aussi... Thomas Joly, rappelez-nous. Le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, qui est un très grand metteur en scène de théâtre dramatique, qui, je pense, aura réalisé quelque chose d'extraordinaire. Il marche pas sur l'eau, mais on va voir s'il marche sur l'eau. Ça devrait être formidable. Et donc, cette période est extraordinaire. C'est pour ça que j'appelais, que d'autres l'ont fait, Valérie Pécresse notamment aussi, à dire que certains ministres qui ont suivi depuis des années la préparation de cet événement centenaire, ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques en France. Clair. Le ministre des Transports, le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur, de la Défense, etc., doivent être aux manettes. Après, il faut que les forces se parlent. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Quand Bruxelles va nous tomber dessus... Là, vous êtes mis d'accord tous les quatre ce matin là-dessus. Comment vous allez faire pour boucler votre budget? Comment on va faire pour payer les créanciers, pour rassurer les marchés en octobre, quand il va falloir que le budget soit voté avant la mi-octobre? Il va falloir que les gens se parlent et travaillent ensemble. Faire la pédagogie de sa méthode, c'est-à-dire finalement la pédagogie de l'échec de la gauche. C'est plus complexe. Il a laissé venir, il observe. Plus complexe que ça. Et dans une heure, on saura peut-être d'ailleurs si Gabriel Attal a toujours Premier ministre. Il a créé une situation totalement inextricable. Après, on prend acte de cette situation et il faut essayer d'en sortir par le haut et de ne pas bloquer, de ne pas paralyser le pays. Et pas paralyser le pays, ça aurait peut-être été plus simple s'il ne dissolve pas. Il y a quand même eu toute une série de choses dont on peut se poser la question, est-ce que ça aurait dû être fait ou pas? Peu importe, ça a été fait et c'est comme ça. Maintenant, il y a une situation et cette situation, elle doit imposer à toutes les personnes qui sont politiquement responsables de se parler. Et moi, j'inclus dedans des sociodémocrates. Il y a des gens au PS ou à gauche qui
peuvent parfaitement être dans des logiques de discussion. On en revient à des Jérôme Guedj ou des gens comme ça, il n'y a aucune difficulté. C'est très difficile, bien sûr, d'avoir raison dans ce contexte. Il ne faut quand même pas oublier que 11 millions d'électeurs ont mis un bulletin Rassemblement National en espérant un Bardella à 28 ans Premier ministre. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ces Français-là. Il ne faut pas oublier aussi que le visage de l'Assemblée au second tour n'était pas le visage prévu, puisqu'il y a quand même eu 200 désistements, avec aussi, il faut le dire, une mobilisation forte d'une partie des Français qui a voulu faire barrage à tout prix au Rassemblement National. Bon, mais quand on vous écoute, Thomas, excusez-moi, mais on se dit aussi que les Français vont pas accepter cette coalition de centre-droit si elle arrive au pouvoir. Parce que le 7 au soir, on leur a dit la gauche a gagné. Il faut déjà parler d'idées. C'est le sens de l'appel de Copé, de Morin, de Retailleau, de Wauquiez. Il faut parler d'idées et de voir s'il n'y a pas, en effet, je pense que sur la sécurité ou l'immigration, je vois mal le Rassemblement National voter contre des propositions qui iraient dans le sens de ce qu'ils défendent. Notamment. Moi, ce qui me fascine, et j'ai déjà dit à cette antenne, c'est l'obsession de la France pour les élections américaines. Non, mais c'est normal qu'on soit... on ne consacre pas autant de médias et de temps d'antenne à ce qui se passe en Inde, à ce qui se passe en Chine. Nous sommes en Chine, il n'y a pas d'élection, donc c'est facile. On s'intéresse au rapport de force au sein du Parti communiste chinois. Nous sommes obsédés par ce qui se passe aux États-Unis. Bien évidemment que l'attaque dont a été victime l'ancien président Trump, et que d'ailleurs beaucoup de presse n'arrête pas de qualifier comme le milliardaire. Non, c'est pas le milliardaire, c'est l'ancien président des États-Unis. Est très grave. C'était un milliardaire. Mais ce que je tiens à dire, c'est que je ne comprends pas cette obsession absolue. Vous allez sur Quotidien, sur une chaîne concurrente, tous les jours on vous parle de ce qui se passe, des meetings, de la petite attaque, de la petite phrase. Je ne crois pas que les Américains parlent autant de ce qui se passe en France. On n'a pas le même poids. Et je ne comprends pas l'Inde, qui est quand même une superpuissance mondiale, qui dépasse le milliard d'habitants. On a parlé des élections pas autant, pas suffisamment. Il y a plein de conflits, de mouvements qui se déroulent en Afrique dont on ne parle pas. Et je trouve qu'on a cette obsession américaine qui monopolise le temps d'antenne en France, qui me paraît hallucinante. Et c'est un choix malin pour Trump, parce que c'est un nouveau visage, c'est un visage qui est jeune, au moment où on voit bien que l'âge et la situation du président Biden interrogent dans le monde entier. Il a moins de 40 ans, et c'est aussi un représentant de la droite très conservatrice américaine qui pèse énormément. Vous savez, on a aux États-Unis ces deux Amériques, le bloc bleu, le bloc rouge, et il est un anti-avortement très dur, et il permet d'apporter une radicalité au discours de Trump. Il est très